Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Donae. Vous le savez, l'émission féminine qui parle des femmes et qui leur donne la parole, mais où les hommes sont aussi et toujours les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, notre invitée, elle est l'une des figures de la scène culturelle bastiaise. Elle a su mobiliser et fédérer des générations entières de 0 à 77 ans autour de projets à la fois éclectiques, voire ambitieux. Auparavant directrice de la MJC de Bastia, devenue aujourd'hui le centre culturel Unault, c'est Dominique Mattei. Avec elle, nous irons à Moltifau, son village d'adoption situé dans la Pieve d'Iagach. Et puis, grâce au très beau reportage de Titouan Lamazou dans la série Femmes du Monde, vous le savez, nous retrouvons ces reportages à chaque fois dans notre émission Donae. Eh bien, nous partirons aujourd'hui en Inde, au nord de Calcutta, à la rencontre de Shanti, une jeune femme animiste qui nous parlera de sa vie dans une société pour le moins conservatrice. Restez avec nous. Dominique, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous avoir aujourd'hui dans Donae. Eh bien, très heureuse aussi. On ne pouvait pas faire cette émission sans avoir Dominique Mattei avec nous. Bien entendu, vous êtes l'une des figures de la scène culturelle bastiaise, mais également insulaire. Vous nous raconterez tout ça. Alors, nous, dans Donae, eh bien, on a envie de connaître notre invité un petit peu plus, de façon un petit peu plus personnelle, de manière un petit peu plus intime. Et on a décidé, on lui consacre à chaque fois une petite biographie. Et cette petite biographie, nous vous l'avons consacrée. On va la regarder tout de suite. On se retrouve juste après. Dominique naît le 1er août 1953 à Francarde. Sa mère Amie est femme au foyer, son père Baptiste, un propriétaire terrien. Sa mère, sa tante Dalila et sa grand-mère seront des personnages importants qui façonneront son enfance. Elles comprendront et choiront cette petite fille éprise de lecture et de longues promenades dans la nature. À 10 ans, elle est scolarisée à l'internat Pascal Paoli de Corté, où elle fera un parcours sans faute jusqu'à l'obtention de son bac littéraire à 17 ans. Elle part alors en fac de lettres à Nice, où elle obtiendra une maîtrise de philosophie, tout en suivant conjointement à ses études une formation de directrice des maisons de la culture. C'est ce qui l'amènera en 1977, son diplôme en poche, à être candidate au poste de directrice de la toute nouvelle MJC de Bastia. Elle sera retenue et occupera désormais ce poste pendant près de 40 ans. Elle fera de ce lieu le passage incontournable de toute une jeunesse bastiaise, séduite par sa grande vitalité culturelle et par l'émulation qu'il suscite. Un autre succès viendra dans les années 90 avec le lancement des Allegrias de la Saint-Jean, festival de théâtre de rue, puis, quelques années plus tard, le premier festival de BD sera organisé en Corse, un succès éclatant, allant crescendo, où les plus grands noms du genre se succéderont, Wolinski, Cabu, Pétillon, Fareur. Aujourd'hui à la retraite, Dominique Mattei coule des jours heureux en famille, entre Moltifau et Bastia, et assure que rien n'est passé, tout est à venir. Que de chemin parcouru, Dominique, depuis Francarde, ce petit hameau, on va dire, traversé par le chemin de fer entre Corté et Ponteletsch. Alors Francarde, c'est là que tout est né finalement, parce que vous avez la nature d'un côté, les livres de l'autre, et puis surtout vous avez ces femmes qui sont autour de vous, votre mère, votre tante Dalila. Vous me disiez hors caméra, il était très mal vu de lire des BD. Eh bien, votre tante Dalila vous en donne des BD. Elle vous les passe en douce, et c'est là que commence votre goût pour la lecture. C'est bien ça ? Oui, c'est vrai que mon goût pour la lecture, il est très lié à deux femmes. Ma mère d'abord, qui nous a vraiment élevés, mon frère et moi, dans cet amour des mots et notamment de la poésie. Elle nous récitait beaucoup de poèmes. Et puis cette tante, Dalila, donc dite tante Lila, qui, par le train, puisqu'elle habitait à Ajaccio, m'envoyait des petits paquets avec des bandes dessinées, des illustrés, comme on disait alors, qui faisait mon régal. Il n'avait qu'un seul défaut, c'est qu'en fait, c'était quand même beaucoup des histoires de cow-boys, de garçons. Il n'y avait pas beaucoup de filles, quoi. C'était quoi, par exemple ? Ah ben, c'était Spirou, c'était le journal de Mickey, etc. Parce que comme elle avait des garçons, j'héritais des bandes dessinées de ces garçons. Un garçon manqué, donc, vous êtes venu un peu plus, un petit peu. Alors, en 1974, vous partez faire vos études de philosophie. Donc c'est toute une période où vous êtes à la fois étudiante, mais également vous vous engagez dans plein de mouvements. Alors le mouvement régionaliste corse, et puis également le MLAC. Qu'est-ce que c'était ? Comment vous avez vécu cette période ? En fait, quand j'ai mon bac, donc je pars à Nice faire philo, mais c'est vrai que l'époque, c'était le début des années 70, 71. L'époque, c'était une époque qui était extrêmement militante. Donc effectivement, j'ai un engagement avec d'autres au Front régionaliste corse à Nice. Mais très vite,
Je m'engage aussi du côté des femmes, et à l'époque, donc au MLAC, qui était le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et pour moi, c'est un engagement qui était absolument nécessaire, très important, et qui a été déterminant pendant les années 73, 74, 75, jusqu'à l'adoption de la loi Veil. Ensuite, qui a vu un peu la disparition du mouvement, mais c'était vraiment des années fondatrices. Fondatrices. Ouais. Également pour votre personnalité, vous étiez une femme multifacette. Tout à fait. Alors, pendant cette époque, pendant cette période, vous passez également le concours de directrice de maison, de la culture. Voilà, tout à fait. Et ce qui tombe bien, puisqu'on vous propose un poste à Bastia, vous arrivez à vous postuler, vous êtes prise. Il y a une nouvelle équipe d'élus qui a envie de faire une maison pour la jeunesse. Comment ça se passe? Vous relevez le défi, le challenge. C'était pas un petit peu un cadeau empoisonné? Disons que moi, je faisais philo en même temps. J'étais beaucoup dans les théâtres, les galeries d'art, etc. Donc, je passe ce concours de directeur de maison de la culture, mais sans savoir qu'un lieu allait ouvrir à Bastia. Et puis, ce lieu ouvre, je postule, je suis recrutée. Et c'est vrai que j'arrive à Bastia, j'ai 23 ans, il y a absolument tout à faire. Je suis quand même très jeune. C'est mon premier job. Vraiment, puisque j'avais fait que des petits boulots avant, qui étaient plus de l'alimentaire. Et oui, c'est un vrai challenge. En même temps, j'ai pas vraiment conscience de ça, parce que je fais partie de cette génération qui a vraiment choisi de retourner dans l'île et choisi de militer, mais de militer au quotidien, d'avoir une action au quotidien qui fasse bouger les lignes, bouger les choses. Et c'est comme ça que je vais appréhender ce travail. Alors, vous montez plusieurs projets. Il y a les Allegrias de la Saint-Jean, c'était du théâtre de rue, c'était un projet fabuleux qui a fait vibrer des générations entières. Il y aura également d'autres projets. Pourquoi ça marchait, par exemple, ce théâtre de rue à Bastia? Je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs. D'abord, c'était le moment de ces années 77, puisqu'on était en 77. Ça a été toute cette période d'une richesse incroyable, où il y avait à la fois la naissance des Tia Medialese, de Follavoulette, les Patrizia Poli, Patrizia Gattagé, Galidia, etc., les Tavagne, les Affilette. Et en même temps, moi, mon objectif, c'était aussi de donner vraiment un grand espace à toute cette création qui se faisait en région Corse, et aussi d'ouvrir grand pour faire venir des compagnies de l'extérieur. Donc, effectivement, des compagnies de théâtre, aussi un gros travail en art contemporain. Et ce qui fait que la conjonction de ce bouillonnement culturel et la venue de ces artistes de grande qualité a, je crois, emporté l'adhésion du public bastien et même au-delà. Et puis, on a vu des images également du festival de la BD, le premier festival de BD en Corse, c'est vous qui l'avez lancé, c'était dans les années 90, ça a été un autre challenge. Tout à fait. Avec du jeune public qui est présent, avec des acteurs incontournables de la scène mondiale du livre, de la bande dessinée, c'est un rendez-vous d'ailleurs qui existe toujours aujourd'hui. Oui, et puis j'espère qu'il continuera d'exister longtemps, mais en fait, le projet, c'était toujours le même, c'est-à-dire de proposer le meilleur de la scène culturelle internationale, de le proposer dans l'île, et c'est ce qui a présidé aussi au choix de créer ce festival de bande dessinée, à un moment qui était les années 90, où la bande dessinée européenne connaissait un essor et un renouveau très important. Et c'est vrai que Bastia s'est tout de suite positionné avec une grosse reconnaissance internationale assez rapide. Et c'était extrêmement passionnant, bien sûr. Alors, Dominique Mathé, on a fait un petit tour d'horizon de votre carrière, de plein de choses. On ne peut pas tout dire, bien entendu. Moi, je vous propose aujourd'hui de faire un autre voyage, d'aller vous balader, de rester chez nous en Corse, mais de faire une petite balade. Vous êtes jeune retraité, Dominique. Vous êtes retraité depuis à peu près 2 ans, mais vous avez choisi de rester en Corse, de vivre pour une partie de l'année à Moltifa au village, à Havre de Paix, vous vous y ressourcez. On regarde le reportage et ensuite vous nous expliquerez pourquoi. Ce village de Moltifa, c'est le village qui m'a accueilli il y a 40 ans, quand je me suis mariée. Et c'est là que sont mes racines, puisque c'est mon village d'accueil, même si je suis née pas bien loin, en fait, à Francarde.
Pour moi, le village, ça peut aujourd'hui, et c'est, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on le vit, un vrai lieu de convivialité, de tranquillité, de temps différent du rythme urbain, et qui nous permet peut-être d'être un peu plus proche de la pensée, un peu plus proche de l'échange avec les autres. Merci, grazie. Grazie a te. Bon, le jardin, comment il va le tien? Impeccable. Impeccable. Bon, ben nous aussi. Allez, ciao Mimi. Bonne tournée. Allez, merci. Hein? Le temps se distend différemment, donc je marche beaucoup. On a donc un potager presque conséquent, hein, presque en autarcie. Notre jardin, c'est vraiment important pour moi parce que je me retrouve en prise avec l'enfance et de façon très, très réelle, très concrète. Et puis c'est un lieu de partage, on échange, on partage nos idées, nos problèmes entre jardiniers et jardinières. Et voilà, c'est paisible. En fait, c'est un lieu où on est heureux, tout simplement. Chantal? Oui, Chantal, tu as pensé à mon fromage? j'arrive. Ah, super. Tu vas bien? Ouais, ça va. Et toi? Oui. Bon. Tu as été au jardin? Ouais, j'étais au jardin, il y a plein de trucs qui poussent, là. Donc, tu m'as mis 2 Je t'ai affinés, mis hein? 2 affinés comme tu m'as 2 demandé. affinés. Regarde, ça te convient. Magnifique. Délicieux. Ouais, ils sont très bons. Hein. Je le Rien sais. à dire. Hein. Du frais, Avec il y en a ta plus. petite salade du jardin et Voilà, tout. ça va être délicieux. Hein, Non, une le petite frais, salade, c'est ça va terminé. être- Bon, allez, je te Comme fais un fourniture. bisou. Multifao, c'est un village qui a la chance d'être encore assez peuplé, donc c'est un véritable espace de vie commune. C'est-à-dire que moi, il ne se passe pas une journée sans que je ne rencontre pas l'ensemble de mes voisins. À Daube. Bon, eh ben, c'était super matinée. C'est joli, hein, tu as fait Ouais, vite. ouais. Bah écoute, en tout cas, première tomate. Première tomate magnifique. Oui. Super mûre, toute Tu belle. n'avais pas qui était un peu abîmé, non? Non, pas déabîmée. Tu veux un café? Ouais, un petit Oui. café. Un petit café. Quand j'étais sur le continent, ce qui me manquait beaucoup, c'était la nature. Voilà. Si je n'ai pas ça, je pense qu'il y a toute une part de moi qui n'est pas moi. C'est un point d'ancrage. Ce village, c'est l'endroit où on a élevé nos enfants pour une bonne part. Et donc, c'est le village de l'enfance de mes enfants. Donc, c'est évidemment très important. Très important ce village. Hein. Vous vous ressourcez vraiment à Multifao. Qu'est-ce qui caractérise ce village? Vous me disiez tout à l'heure, il y a le village bien sûr, cette entité construite autour du clocher, mais il y a aussi toute la pieve. Oui, pour moi, ce qui est important au village, c'est d'abord vivre au village aujourd'hui, c'est vivre dans la modernité aussi. Ça veut dire dans les échanges qu'on peut avoir, le fait qu'on ait Internet, que des amis viennent, que on soit pas loin d'un aéroport, etc. Et puis, c'est effectivement vivre pas seulement dans le village, mais dans tout l'espace naturel qui entoure le village, dans toute cette piève de Catch qui a été extrêmement habitée et qui est encore complètement pleine de toutes les traces de vie qui ont pu être chargées d'histoire. Et puis, vraiment chargées pas de la grande histoire, mais de l'histoire de ces hommes et de ces femmes que moi je rencontre à chaque instant, parce que c'est vrai que je marche beaucoup et que je suis, quand je suis au village, je suis beaucoup dehors. Alors, elle se caractérise par quoi cette piève? Il y a bien entendu le village, Multifao, mais il y a aussi Castifao à côté. Il y a les aiguilles de Popolasca, il y a le Monte Prado, il y a plein de choses. Il y a la proximité de toute la vallée d'Ascaux, etc. Et il y a tous ces espaces avec notamment ce magnifique chemin qui relie Multifao à Ascaux par la montagne et par l'ancien village de Multifao. Tous ces lieux qui ne demanderaient presque qu'à être en quelque sorte réinvestis, réhabités par une autre intelligence, une autre forme de... On espère en tout cas que votre message est en train de passer et qu'on réinvestira différemment cet endroit, ce lieu. Alors, on a vu le Multifao. Maintenant, on va repousser les frontières de l'île, Dominique. On va s'en aller en Inde grâce, je vous le disais, au très beau reportage de Titouan Lamazou. On va aller découvrir le témoignage de Shanti, une jeune indienne animiste qui, vous allez voir, a un regard assez tranché sur la société dans laquelle elle vit, mais également sur les hommes. Regardez. Shantiniketan est à 3 heures de train au nord de Calcutta,
au milieu des villages de tribes, comme ils disent, des animistes qui adorent le dieu nature. C'est ici que le poète Tagore, prix Nobel de littérature en 1913, fonda sa libre université internationale, lieu de liberté et de joie au sein de la grande fraternité des arbres. Shanti n'est pas allée à l'université. Elle demeure en son joli village de camailleux de terre où la décoration traditionnelle côtoie des tags communistes. Si j'avais été un garçon, cela aurait pu être mieux. J'aurais pu étudier. Je ne me serais sûrement pas mariée aussi jeune, 15 ans. En tout cas, je pense que j'aurais vraiment essayé de faire quelque chose de ma vie après l'école. Les femmes doivent travailler plus. Elles doivent préparer le riz pour les repas et nourrir les bêtes. Les femmes ont beaucoup plus de corvées que les hommes. Eux, ils doivent seulement couper le foin, sortir et rentrer les vaches. Et puis pendant les semences, ils se rendent au champ et ensuite ils rentrent au village, c'est tout. Tandis que nous, on a toujours quelque chose à faire. Nettoyer la maison, faire la cuisine, aller chercher l'eau et en plus transformer les crottes de vache en compost. Je serais sans doute beaucoup plus heureuse si mon mari ne buvait pas tant. En effet, je crois que s'il n'avait pas autant bu, il aurait pu économiser davantage d'argent. Et notre vie quotidienne en aurait été bien meilleure. Je me fais surtout du souci pour mes enfants parce que quand leur père a bu, il devient incontrôlable. Mais sinon, en général, il est très bien. Je peux même dire qu'il y a la paix dans notre foyer. Les hommes avant étaient bien mieux, mais aujourd'hui ils sont de pire en pire. Aujourd'hui ils sont mauvais parce qu'ils voient des vidéos. Ils regardent la télévision et ils vont au cinéma. En fait, ils passent leur temps à se balader au lieu d'aller travailler. Quant aux enfants, ils sont vraiment vilains. Ils ne veulent pas aller à l'école. Mais vous devez leur enseigner d'y aller quand même, sinon ils ne feront jamais rien de bien. Dominique Maté, Shanti, elle a un regard plutôt réaliste sur la jette masculine. Elle n'est pas tendre avec eux, ils sont dotés de tous les mots. Que vous inspire son témoignage? Son témoignage, c'est un témoignage très sincère vraiment de la condition des femmes en Inde. Alors, c'est un témoignage parce que j'avais invité Titouan Lamazou à Bastia. Quand il avait commencé, donc c'est un travail qu'il a fait dans les années 2000. Je pense que les choses ont bougé et que les choses bougent très vite. Je me suis dit, c'est un immense continent où la condition des femmes, elle est très mauvaise globalement. Après, ça dépend beaucoup des États, mais il y a, on peut dire, une oppression très forte. Le poids des traditions, le poids de la religion, bien entendu. Tout à fait. Je pense à une femme qui s'appelle Arundhati Roy, qui a écrit, je crois que c'était au début des années 2000, un livre qui s'appelle Le Dieu des petits riens, où précisément, elle, au travers c'est une histoire d'amour entre deux Indiens de castes différentes, et elle parle vraiment extrêmement bien dans ce petit roman de cette condition des femmes indiennes, où
effectivement, la seule échappatoire, c'est l'accès à l'éducation. Mais c'est pas si simple non plus. On en reparlera tout à l'heure. Alors l'Inde est le 4e pays au monde le plus dangereux pour les femmes, c'est pas rien. Donc mariage de fillettes, pratique de la dot, infanticide, viol, et on en passe et des meilleurs. Elles sont donc assujetties en fait aux textes fondateurs de cette tradition hindoue qui sont les lois de Manu. Les lois de Manu qui prônent une subordination quasi totale de la femme à l'homme. Comment finalement sortir de ce carcan des traditions et de la religion qui est toujours très présente, selon vous? Eh bien, certainement, une des voies de sortie, c'est l'éducation. Et effectivement, dans des États comme par exemple le Kerala, où il y a un taux, du moins dans le primaire, de fréquentation de l'école primaire qui est au moins, je pense, de 90% de la population qui est très fort, effectivement, le statut des femmes est différent. Mais, par exemple, il n'est pas rare de voir une jeune indienne, même diplômée de l'université, qui, au moment où elle se marie, ne peut pas travailler, est obligée. Et personnellement, je connais une jeune femme indienne qui, ayant obtenu son diplôme de médecin, s'est mariée, a eu un enfant, et au moment où elle a voulu exercer, elle a pu exercer au prix de l'abandon de son mari et de son enfant. C'est-à-dire le mari lui a interdit de revoir le gamin pendant, je crois, une bonne dizaine d'années. Donc il y a encore du travail. Voilà, donc c'est compliqué, mais évidemment les choses bougent. Ceci dit, la situation des femmes... Alors il y a pourtant, voilà, on va en venir justement, il y a pourtant des femmes qui ont réussi, alors on va voir quelques exemples. Par exemple, Mamata Banerjee, c'est une femme politique fondatrice du parti Trinamool Congress. En 1998, elle est ministre en chef du Bengale occidental depuis 2011, cette région qui est au nord-est du pays. Et puis il y a également Mayawati Kumani, c'est un autre sujet, c'est une autre femme qui est la première femme dalit, c'est-à-dire issue de la caste des intouchables. Elle a accédé donc à un poste de ministre en chef dans la région de l'Uttar Pradesh en 2007. Elle y est toujours. Et puis dans un autre registre, alors ce qui va peut-être vous faire sourire, Sampat Pal Devi, elle a fondé le mouvement le gang des Sari Roses, appelé aussi le Gulabi Gang, dans la région de l'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde. C'est l'une des régions les plus pauvres. Elle a réuni toutes ces femmes en sari rose pour symboliser la lutte féminine qui est en train de monter de plus en plus dans cette région. Donc c'est un mouvement féministe, bien entendu, qui donne la parole aux femmes et qui leur permet de parler, mais également de s'affirmer à travers la scolarisation des petites filles, des jeunes filles. Est-ce que le secret de l'émancipation féminine n'est pas là finalement? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sûr qu'il est là, mais vous avez les Sari Roses, elles sont Sari Roses, mais elles ont un bâton à la main aussi. Hein. Ouais. Donc elles font du combat, enfin je veux dire, elles sont très... c'est presque des poussiériotes indiennes, hein. Bon, même si la comparaison n'est pas forcément tout à fait adaptée. Oui, il est clair que l'éducation, c'est la clé de l'émancipation. Et pas que pour les femmes, pour les hommes aussi, parce qu'il est évident que les hommes, quand ils sont éduqués... Il y a quelques hommes dans ce mouvement qui les ont absolument accompagnés. Hein, donc, et puis il y a beaucoup d'Indiens qui sont aux côtés des femmes dans leur lutte pour l'émancipation. Ceci dit, c'est un continent immense, c'est une culture qui, je pense, même pour les connaisseurs occidentaux les plus précis, nous restera à jamais mystérieuse. Où effectivement plusieurs religions coexistent, où aussi il y a eu des choses très dures, des pogroms, etc., où l'animisme est encore très présent dans pas mal de régions. Donc voilà, je pense que c'est un immense continent très mystérieux, où la situation des femmes n'est pas enviable, mais les choses bougent. Et je pense qu'il faut même aussi chez nous, en France, que les choses bougent parce qu'il y a encore aussi des femmes qui meurent sous les coups de leurs époux. C'est vrai, parce qu'il faut toujours faire écho, c'est vrai, à toute cette situation avec notre Occident. Alors, Dominique Mattei, c'est maintenant l'heure du sujet suivant. C'est l'heure de votre personnalité préférée. C'est un rendez-vous récurrent dans l'émission. Votre personnalité féminine préférée. Vous avez choisi la philosophe Hannah Arendt. Pourquoi ce choix ? Parce qu'Hannah Arendt, je pense, c'est certainement une des figures intellectuelles majeures du XXe siècle. C'est une femme qui, avec les outils de la philosophie, de la sociologie, a pensé le XXe siècle, mais pas seulement, mais en tout cas tous ces grands bouleversements. Elle a pensé à partir de ce qu'elle a vécu. Et ça, c'est extrêmement important et novateur. Elle a pensé les camps en écrivant les origines du totalitarisme, en osant, en 1951, faire un parallèle entre les camps de Staline et les camps d'Hitler. Elle a pensé les immigrés en écrivant un texte beaucoup plus tard qui s'appelle « Nous autres réfugiés », qui est un texte absolument magnifique
d'une intelligence et en même temps d'une sensibilité énorme. Et puis, elle a inventé le concept, si tant est que ce terme soit adéquat, le concept de banalité du mal en couvrant le procès d'Eichmann pour le New Yorker en 61. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une pensée incroyablement libre et qui a introduit quelque chose. Hannah Arendt a dit, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Et je pense que pour moi, c'est une espèce d'appui sur lequel on peut vraiment bâtir beaucoup de choses. Merci Dominique Mattei, à méditer en tout cas. Merci d'être resté avec nous tout au long de cette émission. Alta Lady, c'est une association à laquelle vous adhérez, vous en faites partie. Libre et Mondi également, c'est ici à Bastia. On vous retrouvera donc sur la scène culturelle tout au long des mois qui viennent. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures féminines d'ici et d'ailleurs. Ciao, ciao.